Il existe une galaxie située à 2,5 millions d'années-lumière, que vous pouvez voir à l'œil nu ce soir. Pas de télescope, pas d'équipement, juste un ciel sombre et quelques secondes de patience. Une faible tache de lumière pâle dans la constellation d'Andromède. Facile à manquer si on ne sait pas où regarder. Impossible à oublier une fois qu'on l'a su. 1 billion d'étoiles maintenues ensemble par la gravité. Assez près pour voir, assez loin pour que la lumière qui atteint vos yeux date d'avant l'existence de notre espèce. C'est Andromède. Et cette visibilité est la première chose qui vous induit en erreur. Parce que lorsque la plupart des gens demandent combien de temps il faudrait pour traverser cette distance, ils s'attendent à un grand nombre, à quelque chose de spectaculaire, à quelque chose qui leur permette de se mettre à l'aise et de passer à autre chose. Ce qu'ils obtiennent en revanche, c'est une série de réponses qui ressemblent toutes à des solutions, mais qui se révèlent être des pièges. La vraie réponse n'est pas le temps de trajet. Il s'agit d'une explication des raisons pour lesquelles la question ne peut pas recevoir de réponse telle qu'elle a été posée. Et lorsque nous arriverons au terme de cette séquence, la distance sera le moindre de nos soucis. La première étape, et la plus évidente, consiste à bien cerner la taille, à comprendre ce que nous mesurons, et l'outil approprié devient alors une évidence. Cette hypothèse s'effondre immédiatement, et la raison de cet échec est pire que la distance elle-même. Andromède s'étend sur environ 220 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année complète, soit environ 5,9 billions de kilomètres. Le diamètre d'Andromède est égal à 220 000 de ces années-lumière. Certaines estimations, prenant en compte son halo stellaire externe, portent ce chiffre à près de 400 000 années-lumière. Voici une comparaison qui devrait vous glacer le sang. Si l'on réduisait la Voie lactée à la taille des États-Unis continentaux, d'une côte à l'autre, notre système solaire tout entier serait plus petit qu'un grain de sable. Invisible à la loupe. Disparu à l'intérieur du continent. À cette même échelle, Andromède serait un autre continent, à environ 25 pieds, soit 7,6 mètres, de là, 2 continents. Chacune réduite à quelque chose de trop petit pour exister à cette échelle. C'est à cette échelle que le problème cesse de se comporter comme une question de distance. Parce qu'Andromède n'est pas un écart à combler. Ce n'est pas un point à atteindre. Il s'agit d'une galaxie spirale, complète, plus large que la nôtre, contenant environ 1000 milliards d'étoiles, avec des bras spiraux s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, enveloppée dans un halo de matière noire si vaste que nous ne pouvons la détecter qu'en mesurant son effet sur tout ce qui l'entoure. Nous ne pouvons pas voir cette auréole. Nous ne pouvons pas y toucher. Nous ne savons qu'elle est là qu'à cause de la gravité qu'elle laisse derrière elle. Traverser Andromède signifie parcourir l'intégralité de l'intérieur de cette structure d'un bord à l'autre. L'hypothèse suivante est donc naturelle. Si vous obtenez une solution suffisamment rapidement, le problème deviendra gérable. Cette hypothèse s'avère également fausse, mais elle se révèle fausse d'une manière plus lente à se manifester, ce qui la rend plus dangereuse. Il semblerait donc que la vitesse soit la variable à résoudre. Construisez quelque chose d'assez rapide, visez Andromède, et la traversée deviendra une question de patience plutôt que de possibilité. Ce n'est pas un temps de trajet. C'est l'âge de la Terre, arrondi à l'entier supérieur. À cette vitesse, pour parcourir tout le diamètre d'Andromède, sans interruption, il faudrait environ 330 millions d'années. Il y a 330 millions d'années, les premiers dinosaures n'étaient pas encore apparus. Les continents étaient méconnaissables. Les ancêtres de toutes les créatures vivantes aujourd'hui étaient des organismes primitifs, rampant sur la terre ferme pour la première fois. Entre cette époque et aujourd'hui, 5 extinctions massives distinctes ont effacé et reconstruit l'arbre de vie sur Terre. L'enquête Parker serait toujours en cours. Mais voici ce qui aggrave la situation. La sonde Parker n'atteint sa position optimale qu'en tombant vers le Soleil. Dans le vide intergalactique, cet avantage disparaît complètement. Il n'y a pas d'étoile autour de laquelle se propulser. La vitesse de lancement est celle que vous conserverez, à moins de brûler du carburant pour accélérer, ce qui implique de transporter ce carburant, donc une masse plus importante, et par conséquent, une quantité de carburant supplémentaire nécessaire pour déplacer cette masse
ce qui aggrave le problème avant même le début de la mission. 330 millions d'années ne constituent pas une limite. Il s'agit de la version la plus optimiste d'un plancher. La prochaine étape, celle qui ressemble réellement à une solution, consiste à abandonner complètement la propulsion conventionnelle et à aller directement aux limites de la physique. Poussez-vous aussi près que possible de la vitesse de la lumière, dans les limites des lois de la nature. Cette solution semble être la bonne. Non? Et c'est la façon dont elle s'effondre qui compte. Il semblerait donc que les voyages relativistes résolvent ce problème. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein nous explique qu'à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps se comprime pour le voyageur. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps s'écoule lentement à bord par rapport à l'univers extérieur. Approchez-vous suffisamment de la vitesse de la lumière, et la traversée de 220 000 ans se réduit à quelque chose qu'un équipage humain pourrait réellement vivre. À 99,9999% de la vitesse de la lumière, le facteur de compression est d'environ 700. Pour 700 ans qui s'écoulent à l'extérieur, 1 an s'écoule à bord du vaisseau. Si on applique cela au diamètre total d'Andromède, l'équipage subit environ 315 ans de temps de voyage. Non pas 220 000 ans, mais 315. Il y a même un second effet. À ces vitesses, la galaxie elle-même semble se comprimer physiquement dans la direction du déplacement, du point de vue de l'équipage. Ce qui se situe à 220 000 années-lumière de la Terre apparaît comme n'étant qu'à quelques centaines d'années-lumière pour ceux qui se trouvent à bord. L'univers remodèle sa propre géométrie autour du mouvement. Pour un instant, voici la réponse. Un voyage de 315 ans est possible. C'est imaginable. On dirait presque un plan. Puis vient la question des besoins énergétiques, et le plan s'effondre complètement. Lorsqu'un vaisseau accélère vers la vitesse de la lumière, sa masse effective augmente. Plus la masse transportée est importante, plus il faut d'énergie pour la propulser plus vite. Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus chaque fraction de pourcent supplémentaire coûte d'énergie. La courbe ne monte pas de façon régulière. Elle se courbe brusquement vers le haut. Et près du sommet, elle devient presque verticale. L'énergie nécessaire pour atteindre 99,9999% de la vitesse de la lumière est si énorme qu'aucune source d'énergie connue, aucun système de stockage connu et aucun processus physique connu ne parvient à la produire. La solution relativiste n'élimine donc pas le problème. Cela déplace le problème du temps à l'énergie. Et le problème énergétique est plus difficile, et non plus facile, que ne l'était le problème du temps. Mais cela ne met toujours pas fin à la mission, car nous n'avons pas encore abordé la question de ce qui arrive réellement à un navire voyageant à cette vitesse, ni aux personnes à bord. Il semblerait donc que le problème énergétique soit le dernier obstacle. Résolvez le problème du carburant, et la traversée relativiste de 315 ans deviendra réalité. Mais résoudre le problème énergétique crée immédiatement un problème que l'énergie ne peut pas résoudre. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient du gaz, des atomes isolés et de la poussière microscopique. À des vitesses ordinaires, ces particules sont négligeables. À 99,9999% de la vitesse de la lumière, elles sont mortelles. À cette vitesse, un seul atome d'hydrogène, la particule la plus commune de l'univers, percute le vaisseau avec les énergies d'une balle de fusil de haute puissance. Non pas occasionnellement, mais à chaque seconde, sans interruption, pendant toute la traversée. Une particule de la taille d'un grain de sable frappe avec la force d'une explosion nucléaire. La solution évidente est le blindage. Construisez une coque suffisamment épaisse et dense pour absorber les bombardements. Mais cette solution anéantit la solution énergétique. Tout blindage suffisamment dense pour arrêter un tel niveau d'impact de particules est si lourd que l'énergie nécessaire pour l'accélérer à une vitesse proche de celle de la lumière devient physiquement impossible à générer. Les deux solutions s'annulent mutuellement. Un blindage plus important rend le problème énergétique insoluble. Résoudre le problème énergétique implique que le blindage est trop mince pour résister. Ce ne sont pas deux problèmes distincts. Il s'agit du même problème.
Les forces s'exercent dans des directions opposées, et il n'existe aucune configuration connue qui les satisfasse simultanément. Les radiations aggravent encore la situation. À ces vitesses, la lumière des étoiles provenant de l'avant du vaisseau est comprimée et son énergie est déviée vers le haut. La lumière visible se transforme en ultraviolet, puis en rayon X, puis en rayon gamma. La face avant du vaisseau spatial serait baignée de radiations mortelles pour un équipage non protégé en quelques minutes. Se protéger contre cela ajoute de la masse. La masse nous ramène au problème de l'énergie. Et puis, il y a l'équipage lui-même. Même en tenant compte de la dilatation du temps qui réduit le voyage à 315 ans à bord, cela représente 10 générations humaines. Personne ne survit à la traversée s'il embarque sur ce navire. Tout le monde y naît, y vit et y meurt. L'équipage de la 6e génération n'a jamais vu de planète. Ils n'ont jamais foulé un sol qui ne vibre pas au bourdonnement des machines. Leur compréhension de la mission n'existe qu'à travers ce que la génération précédente a choisi de préserver, qu'elle croyait exact et qu'elle a jugé encore important. Dans l'histoire écrite, toutes les sociétés ont vu leurs croyances fondatrices se transformer au point d'être méconnaissables en l'espace de quelques siècles. Et ce, dans des conditions bien plus stables que l'isolement total et permanent, sans aucun contact extérieur ni possibilité de correction. Il n'y a aucune raison de s'attendre à qu'un vaisseau de génération scellé se comporte différemment. Ce qui commence comme une mission scientifique pourrait, dans 200 ans, devenir quelque chose que l'équipage d'origine ne reconnaîtrait plus comme étant le leur. Un blindage supplémentaire aggrave le problème énergétique. Le problème énergétique aggrave le problème de la masse. Le problème de la masse aggrave le problème de blindage. Le problème générationnel aggrave tous les autres problèmes. Ces contraintes ne s'équilibrent pas. Ils se multiplient. Et tout cela suppose que l'équipage conserve la possibilité de faire demi-tour. Cette hypothèse est la dernière à être invalidée. Et quand elle s'effondre, elle emporte tout avec elle. Il semblerait donc que, malgré l'accumulation des contraintes, la mission a un choix. L'équipage peut décider d'abandonner à tout moment. La mission peut toujours être abandonnée. Le retour est toujours théoriquement possible. Cette hypothèse est fausse, et c'est ce qui rend tout le reste insignifiant. Il arrive un moment dans ce voyage, bien plus tôt que la plupart des gens ne le pensent, où le carburant nécessaire pour décélérer, inverser le cap et retourner dans la voie lactée dépasse toute quantité qu'un vaisseau spatial physiquement constructible pourrait transporter. Non pas parce que la technologie est insuffisante, mais parce que les calculs mathématiques de la vitesse, de la masse et de la distance à ces vitesses rendent le retour physiquement impossible. Après ce moment-là, ce n'est plus le fait de faire demi-tour qui devient plus difficile. La musique cesse alors d'être une catégorie de choses qui peuvent arriver. L'équipage choisit de ne pas continuer. Ils sont tout simplement à l'intérieur de quelque chose qui ne peut pas aller dans l'autre sens. Cela cesse d'être une mission. Ils se retrouvent piégés dans une situation où il n'y a plus de frontière entre choisir de continuer et n'avoir aucune autre option. Puis vient le silence, qui arrive encore plus tôt et ne se lève jamais. Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière. Un vaisseau voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière dans la même direction que ses transmissions signifie que ces signaux ne parviennent quasiment pas à atteindre le vaisseau. Un message envoyé chez soi, la première année, met des dizaines de milliers d'années à arriver. Une réponse coûte des dizaines de milliers de dollars de plus. La communication pratique cesse dans les premières années suivant le départ et ne reprend pas. Chaque panne de système est résolue grâce à ce qui a été embarqué à bord du navire. Chaque décision incombe à celui ou celle qui fait partie de cette génération. Il n'y a pas de centre de contrôle des missions. Aucune information mise à jour. Il n'y a personne à appeler. L'équipage et tout ce qu'il transporte deviennent très vite la seule chose qui existe à portée de main. Et au fond, la distance reste exactement la même qu'au début de la mission. Chaque contrainte ajoutée, chaque solution qui en annule une autre, chaque génération née et morte à l'intérieur de la coque, rien de tout cela ne déplace la destination. Même si tous les problèmes avaient été résolus, celui-ci subsiste. Non pas comme une difficulté, comme condition permanente qui commence avant même que la mission n'ait parcouru une fraction significative de la traversée. Voici donc la véritable réponse. 330 millions d'années à notre vitesse maximale enregistrée. Environ 315 ans de temps de navigation
sous l'effet d'une dilatation temporelle, proche de la vitesse de la lumière. 220 000 ans du point de vue de la Terre, quelle que soit la méthode utilisée. Ces chiffres sont réels et scientifiquement exacts. Mais aucune de ces solutions n'est la réponse. La réponse est la suivante. Andromède ne peut être traversée de la manière dont la question le suggère, car la traversée nécessite de survivre à un bombardement de particules qui détruit tout blindage capable de l'arrêter. Un blindage qui rend le besoin en énergie physiquement insoluble. Les besoins énergétiques s'accumulent et s'annulent mutuellement avant même que la mission ne quitte le sol. 10 générations d'isolement total, sans correction ni contact. Et un point de non-retour qui supprime toute possibilité de retour bien avant la moitié d'un voyage qui, du point de vue de la Terre, dure 220 000 ans. Le problème n'a jamais été la distance. C'était l'effet que la distance, à cette échelle, a sur tout le reste. À temps, avoir de l'importance, à la coque, aux personnes qui s'y trouvent, à la possibilité d'un retour, communication, ou encore atteindre un objectif qui conserve la même signification qu'au moment de sa définition. Vous pourrez observer Andromède ce soir. Sortez vous promener par une nuit claire. Trouvez-le dans le noir, et il est juste là. Une faible traînée d'1 billion d'étoiles, à 2,5 millions d'années-lumière. Assez près pour être vu de vos yeux. Notre machine la plus rapide, fonctionnant sans interruption depuis le moment où les premiers humains ont fait du feu, n'aurait pas encore quitté notre propre galaxie. Ce n'est pas un problème lié au déplacement. Voilà la limite de ce que nous sommes, et nous en sommes encore loin.